Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les zèbres, les hauts potentiels et les personnes à la sensibilité toute particulière à développer un projet qui leur tient à cœur en alliant stratégie et énergie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Lullier, facilitatrice graphique et éditrice directrice du site internet Sketchnotes Facile. Béatrice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec grand, grand plaisir. Alors, on a tous une histoire et tu te définis comme débloqueuse de talents visuels. Comment on devient débloqueuse de talents visuels? Oui, alors débloqueuse de talent visuel, parce que moi-même j'ai un parcours où j'ai pendant longtemps repoussé la fibre artistique qui était en moi, parce que j'avais une phrase toute faite. Je me suis mise une bonne étiquette très jeune qui était l'artiste de la famille, c'est pas moi, parce que j'ai une sœur qui est graphiste. Et donc, même si j'avais un goût pour le dessin et tout ce qui tournait autour du dessin, j'ai repoussé ça pendant vraiment très très longtemps, puis jusqu'au jour où ça m'a rattrapée. Je vous en parlerai sans doute un peu plus tard. Et j'ai vécu en fait ce déblocage personnellement. J'ai vécu ce moment où je me suis dit, moi aussi j'ai le droit, moi aussi je peux, et moi aussi j'ai envie. Et donc du coup, j'ai voulu à un moment donné, ça m'a offert une telle bouffée d'oxygène, une telle liberté et beaucoup de plaisir que j'ai eu envie tout simplement que d'autres le vivent aussi. Et j'ai commencé comme ça à débloquer des talents visuels chez les gens. Alors, à petit niveau pour commencer, et puis aujourd'hui à un plus grand niveau avec, je peux le dire aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes qui ont vu leur talent visuel débloqué. Et c'est quelque chose dont aujourd'hui je suis très fière en fait, d'avoir réussi ça. Ah, c'est très inspirant. C'est très inspirant. Et alors, pour être très honnête, je crois que tu viens de débloquer en 3 minutes un truc chez moi. C'est vrai. Moi, j'ai une maman qui était graphiste, qui dessine très très bien. Et quand j'étais petite, je ne sais pas si tu faisais ça aussi, on avait les cahiers de poésie avec la feuille où on écrivait la poésie. Et de l'autre côté, il y a la page blanche où il fallait qu'on Tout à dessine. fait. Moi, je commençais à dessiner et puis très rapidement, elle me prenait le stylo et elle me faisait un dessin qui était magnifique. Et donc, j'ai intégré que l'artiste de la famille, ça n'est pas moi. Et tu viens de me faire comprendre que il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs artistes dans la famille et que inconsciemment, j'ai très probablement bloqué ce talent-là au profit de autre chose, puisque je ne suis pas une artiste. Je suis allée développer autre chose. Je suis bonne en maths, je suis bonne en ci, en ça. Et du coup, j'ai laissé tout ça de travers. Donc, quand on se rend compte qu'on a bloqué son talent visuel et qu'on a envie de le débloquer, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, moi, en ce qui me concerne, ça s'est fait de manière. C'est marrant parce que j'ai pris un peu les chemins de travers. C'est-à-dire que il y a eu une période, il y a quelques années de ça, où je me suis rendu compte. Alors, ça va paraître bizarre, hein, le cheminement va paraître bizarre, je préviens d'emblée, mais je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à me mémoriser. C'est-à-dire que j'allais dans des conférences, des réunions, des formations. Et si tu m'interrogeais par exemple sur cette réunion, cette conférence super que j'avais suivie quelques semaines auparavant, en fait, je me rendais compte que je retenais plus grand-chose, quoi. Alors qu'avant, j'avais une excellente mémoire, et même en lisant, parce que je lisais des bouquins, j'avais une très bonne mémoire photographique. Et en fait, en avançant en âge, ça s'est émoussé, quoi. Je retenais de moins en moins bien les choses. Puis j'ai commencé à chercher en fait des méthodes pour essayer de pallier ça. Et je suis tombée sur tout ce qui va concerner la pensée visuelle, mais plus particulièrement le mind mapping pour commencer. Euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce truc-là, j'ai trouvé ça trop super. Et puis tu vois, dans le mind mapping, tu as cette notion de faire des petites illustrations, des petits dessins, des choses comme ça. Je trouvais ça trop, trop sympa. Je me suis dit, ah ouais, ça me plaît bien. Mais il y avait un côté un peu trop, comment dirais-je, contraignant du mind mapping. Ça ne laissait pas trop de place à la créativité, dans le sens où les mind mappings sont toujours présentés de la même façon. Euh, à peu près dans le même temps, j'ai commencé à m'intéresser à la facilitation graphique.
Et donc là, plutôt du travail sur fresque murale, c'est-à-dire d'être dans la retranscription de réunions de formation, mais sur des grandes fresques. Et donc, je me suis formée à ça. Et assez vite, en fait, je me suis dit, ouais, ok, c'est super, j'adore. Je suis tombée vraiment amoureuse de la pratique, etc. Mais je suis toujours, hein, je me soigne, mais c'est comme ça, d'un naturel timide. Et je ne me voyais absolument pas faire ce genre de travail sur fresque avec un public dans le dos en train de regarder ce que je faisais. Mon trait n'était pas très assuré. J'avais un vrai problème de confiance en soi par rapport à ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer quand même dans cette voie, c'est-à-dire de la retranscription d'événements, de réunions, etc. Tu couples ça à ma problématique première de mémorisation. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je ne peux pas faire la même chose, mais en petit, juste pour moi? Et c'est là que j'ai découvert le livre d'un monsieur qui, au final, a changé ma vie, je peux le dire, qui s'appelle Mike Roddy, qui est l'inventeur du sketchnoting, du mot sketchnote en tous les cas, et qui, il y a 8 ans environ, éditait son ouvrage sur le sketchnote, hein, Sketchnote Workbook, et il y en a un autre qui a suivi derrière. Et je suis tombée là-dedans et je me suis dit, mais c'est extra en fait. C'est ce que j'attendais. C'est comme si j'arrivais à la maison. Je me suis dit, c'est génial, ces petits dessins. Et puis c'est de la prise de notes, mais c'est de la prise de notes hyper synthétique. Moi qui avais l'habitude de prendre des notes au kilomètre pour essayer de compenser justement ce manque de mémoire, etc. Et j'ai constaté, force a été de constater, que je mémorisais bien mieux les informations dans ces réunions formation-conférence. Et donc, c'est à ce moment-là voilà, que j'ai vu vraiment toute la puissance de la méthode et que j'ai commencé aussi à vouloir le partager, ce que je disais en introduction, d'avoir envie de... Je suis comme ça, j'ai aussi une fibre de pédagogue. Je travaille dans la formation depuis toujours. Mon premier métier, c'était déjà ça. Et quand j'y repense toute petite, je disais déjà que je voulais être institutrice. Enfin, tu vois, il y avait déjà un petit quelque chose. Et donc, j'ai commencé à partager ça en formation présentielle. Et puis, comme mon passé était dans le e-learning, j'ai mixé en fait ces deux compétences, la pensée visuelle, le e-learning de l'autre. J'ai mixé les deux et j'ai commencé à créer mes propres formations en ligne et à les commercialiser à mon compte, en fait, tout simplement. Voilà le parcours. Donc, en fait, je réalise en t'écoutant que le sketchnoting, c'est quelque chose de relativement récent. Tu dis, il a commencé le premier livre de Mike Roddy, il a à peu près 8 ans. Donc, ça fait à peine une dizaine d'années qu'on commence à en parler et qui commence à se répandre. Oui, alors la facilitation graphique, donc tout ce qui est sur fresque murale, etc., ça date de... C'est plus vieux que ça. On a tendance à dire que c'est apparu en Floride via des UX designers qui ont commencé à utiliser la facilitation graphique, donc l'usage du visuel à des fins de collaboration, en fait d'animation de groupe pour co-construire quelque chose. Voilà, ça date plutôt des années, oui, c'est ça, ouais, même plus que ça, 15-20 ans, parce que, et même, peut-être même encore avant. Mais voilà, mais par contre, le sketchnoting, le mot sketchnote, viendrait de Mike Roddy. C'est lui qui a, voilà, qui a rendu ça célèbre. Lui, comme il dit, hein, pour lui, c'était naturel de faire ça. Pour lui, il a toujours pris ses notes comme ça. Et juste, il a été un petit peu précurseur dans le fait de montrer en fait ce qu'il faisait et d'en faire un bouquin. Et je pense qu'un éditeur a dû voir ses carnets et a dû se dire mais c'est génial, il faut absolument que... Mais quelle intuition merveilleuse, quoi, parce que depuis, ça a fait boule de neige, c'est devenu le spécialiste mondial de la pratique. On l'a invité, moi j'ai fait partie en 2019, j'ai fait partie du collectif qui a organisé en France
l'International Sketchnote Camp. Donc, on était une bande de 7 sketchnoteurs, 7 copains, à avoir organisé cet événement. C'était 170 personnes qui venaient du monde entier. Et Mike Roddy, qui aujourd'hui est invité, mais c'est le pape du sketchnoting, si tu veux. Donc, c'est assez rigolo quand on y réfléchit. C'est quelqu'un qui pratique comme ça, un peu sur ses carnets, qui est repéré et puis qui ensuite en fait une activité à part entière. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui je dis beaucoup. Je dis beaucoup aux gens quand ils hésitent à aller dans les programmes de Sketchnote Facile, je leur dis, est-ce que vous êtes du genre à gribouiller dans les marges? Est-ce que vous êtes du genre à faire des petits dessins, quand il s'agit quand il s'agit de faire d'expliquer des choses, de passer plus volontiers par un petit schéma que par des grandes explications? Si vous êtes de ce genre-là, vous êtes mûr pour essayer d'aller plus loin dans le sketchnoting. Souvent, les gens ont un petit peu peur parce qu'ils se disent « Ah oui, mais je ne sais pas dessiner ». Pas de problème, ça c'est un truc qu'on règle très très vite en fait, parce qu'en fait, on peut sketchnoter avec des choses très très simples, mais vraiment très simples. Des pictos, Mike Roddy le dit lui-même, moi je le confirme aussi, les gens, je les fais dessiner, ils arrivent, ils font des bonhommes bâtons, tu vois. Et à la fin de leur apprentissage, ils sont devenus sketchnoteurs, ils sont capables de sketchnoter n'importe quelle réunion, formation, conférence, ce qu'ils veulent. Certains même, ça j'adore quand c'est le cas, en ont fait leur métier, ont complètement changé de métier. J'ai eu le cas là, il y a quelques temps, Sophie de Penner, qui fait partie de mes élèves et qui a démarré en début d'année 2020 la formation Devenir Sketchnoter et qui, vers octobre-novembre, a décroché son premier contrat pour faire la même chose, mais pour un client et dans le cadre d'un événement avec beaucoup d'enjeux en plus, avec des ministres et tout ça. Et ouais, c'était très très chouette. Et son interview, quand elle nous a raconté ça, c'était vraiment très chouette. Mais donc, voilà, c'est de dire on peut démarrer avec un niveau de dessin qui peut paraître minime, voilà, souvent on s'arrête de dessiner en primaire, hein, de toute façon, le blocage, il a lieu à peu près à ce moment-là. Et ben, ça dépend après de ce que la vie vous a réservé et comment vous avez accepté ou non de reprendre le crayon ou pas pour dessiner ou pas. Mais voilà ce que je fais. Mon bonheur personnel, c'est celui-là, quoi. C'est vraiment quand des mois après, les gens reviennent vers moi et me disent « Ah là là, c'est incroyable, je faisais des bonhommes bâtons et puis aujourd'hui, je suis capable de sketchnoter » ou mes collègues en réunion me demandent de prendre en photo mes prises de notes parce qu'ils trouvent ça génial et puis ça les aide à mieux communiquer, à mieux mémoriser. Ça, c'est... Ah oui, double effet qui se coule en fait. D'abord, tu reprends plaisir à dessiner et à retrouver ta créativité. Et en plus, c'est une prise de notes qui est facilitée pour la mémorisation, qui peut aider. Moi, je le vois ça, j'aime bien tout ce qui est neurosciences et j'aime bien voir les zèbres comme des êtres avec une neuroanatomie un peu particulière. Je vois le sketchnote qui peut vraiment faciliter l'intégration des informations en passant à la fois par le cerveau très rationnel, analytique, et la partie du cerveau qui serait beaucoup plus visuelle, intuitive, et puis en plus qui passe par la main, mais pas par la main qui écrit, par la main qui ressent, qui dessine. Donc ça fait une intégration globale. C'est exactement ça, parce qu'il y a vraiment, c'est rigolo, parce que comme je te disais, les gens, quand ils arrivent, ils me disent « je ne sais pas dessiner ». Et donc, ils ont l'impression que c'est l'argument massu. Voilà. Et en vrai, ce truc-là, encore une fois, on le dézingue très très vite. Voilà, on arrive à régler ça, parfois en 10 minutes, on n'en parle plus, quoi. Ce que j'arrive à leur faire comprendre, c'est que la complexité, la difficulté, elle ne se trouve pas là. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ok, je ne sais pas dessiner. En fait, la vraie difficulté, elle ne se situe pas là. Elle se situe dans le filtrage des informations et ensuite dans la synthèse et de ce qu'on va noter sur la page. La vraie difficulté, elle est là. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, hélas. Quand on est en cours,
c'est ça que je ne comprends pas. Enfin, ça va faire partie de mes chevaux de bataille, je pense, mais on continue à laisser des gamins, des étudiants, des élèves prendre des notes au kilomètre pendant des cours. On ne leur apprend pas à attraper l'information importante. Et donc, ils se retrouvent avec des prises de notes pas possibles qui leur sont d'aucune utilité, parce que de toute façon, quand tu vas réviser tes cours, de regarder ces pages et ces pages, ça ne donne pas envie. Et on ne leur apprend pas. Alors, le mind mapping commence à entrer un petit peu à l'école quand même, ouf, mais sketchnoting, pas encore, quoi. Et, ou très peu, très très peu. Je ne veux pas faire de généralité, je sais bien qu'il y a des exceptions. Voilà, des profs qui commencent à s'y mettre, etc. Bravo à eux, je vous salue et vraiment, enfin, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si vous avez envie qu'on en discute. Moi, j'adore ça. Mais quand même, globalement, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas, c'est la synthèse. Et en fait, les gens, je me rends compte de ça. Hein. Moi, les gens qui me suivent ont en moyenne entre 35 et 55 ans. C'est beaucoup des dames aussi. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu toi. Il y a beaucoup des dames dans l'audience. Et en fait, elles ne savent pas synthétiser. Elles ne savent pas prendre une information et ne garder que l'essentiel, mettre de côté l'accessoire et garder l'essentiel. Et en fait, ce que tu as dit est très très juste, c'est qu'il y a ce côté, il y a un côté un peu rationnel de qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je dois garder, un côté un peu artiste, entre guillemets, en tous les cas d'esthétique plutôt, on va vouloir faire un joli picto, un joli dessin, une petite scénette, toutes choses comme ça. Et le tout étant, on se rend compte que quand on pratique pendant un certain temps, il y a ce que les artistes appellent le flow, c'est-à-dire être dans un état un peu second, on ne sait pas trop comment ça marche, ce truc-là. Peut-être qu'on fait des études sur le sujet, mais où à un moment donné, l'information te traverse et tu sens en fait l'information qui est juste et celle qu'il faut conserver et celle qu'il faut mettre de côté. Et voilà, donc moi je vois un peu le truc de cette façon-là, les deux côtés, le côté un peu, voilà, un petit peu rationnel, l'autre côté un peu plus artiste, et le tout est emporté par ce flow. Au bout d'un moment, tu es dans ta bulle et tu ressens les choses, et souvent les grands facilitateurs graphiques, parce qu'il commence à y avoir des grands noms dans la pratique, vont te dire ça me traverse, et je saurais pas l'expliquer, mais ça me traverse, quoi. Et je ne retranscris que ce qui crée quelque chose au fond de moi, quoi. Et sans trop se poser de questions. Ce qui est le plus difficile, hein, parce que quand on démarre, on a tendance à écrire plein de trucs, plein de détails. Je me souviens d'une dame comme ça dans une formation, un atelier que j'animais, et je leur avais projeté un TEDx à sketchnoter. Et en fait, donc une conférence, et donc je projette le truc, et la personne qui est arrivée dans le TEDx rentrait sur scène et disait « Bonjour ». Et la personne qui est en train de sketchnoter a écrit « Bonjour » sur son sketchnote. Et après coup, je lui avais dit « Es-tu sûre que c'est une information nécessaire et indispensable ?» Et voilà, c'est assez marrant de constater qu'on n'est pas câblé, enfin en tout cas qu'on ne nous a pas appris ça. On ne nous l'a pas appris, et ce que tu dis est très intéressant, je me reconnais dans beaucoup de tes propos. J'ai fait pas mal d'études et je suis une éternelle étudiante. Et c'est vrai que je vois que j'ai deux modes de fonctionnement. Soit je suis complètement à l'écoute et à la fin, je ressors avec quelques pépites essentielles, mais j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses. Soit je suis avec le stylo à la main et je suis quasiment en mode j'écris tout ce qui est dit, quoi. Alors en mode synthétique parce que j'ai appris à prendre des notes avec plein d'abréviations, etc. Effectivement, je me retrouve avec des paquets de notes que j'ai pas tellement envie de relire en plus, parce qu'il y a beaucoup de blabla que j'ai quand même noté parce que j'ai pas fait le tri dans ma tête. Et ce que tu dis est très, très intéressant dans le sens où ça te demande à faire appel à d'autres compétences encore, qui est à la fois j'écoute, j'intègre en même temps parce que je choisis ce que je note ou ce que je note. C'est ça.
Et en plus, je choisis comment le représenter Ouais. visuellement et le synthétiser, ce qui est en soi une forme d'intégration au fur et à mesure que tu reçois l'information. Ce que je vois de très beau dans ce que tu nous proposes, c'est que ça permet d'intégrer directement en même temps que la présentation se fait et que du coup, ça expliquerait pour moi aussi que la mémorisation soit beaucoup plus facile ensuite parce qu'en fait, tu as déjà intégré pendant Exactement, le simple fait de l'avoir fait, exactement. ça t'a permis d'intégrer. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et, Génial. J'imagine. et la difficulté, en fait, c'est d'apprendre aux personnes à réduire au maximum le temps qu'ils vont passer à choisir l'illustration, le machin, le petit picto, le truc. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on arrive assez rapidement à régler. Et puis après, c'est un travail au quotidien, mais enfin, voilà. Et puis après, par contre, de s'entraîner au maximum sur le filtrage des informations. Ça c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet, mais en général. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société où on est bombardé d'informations. Nos chers téléphones, on est en capacité d'avoir à disposition des flux d'informations continus. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en garde? Rien, enfin, très peu. Donc, cette capacité à décider, bon, ça je garde, ça je ne garde pas, ou une formation que l'on suit et de se dire, ah oui, ça peut m'être utile, ou un livre que l'on lit. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. C'est vraiment quand vous lisez un bouquin, surtout les bouquins professionnels, euh, posez-vous la question très simplement de quoi j'ai besoin en vrai. Qu'est-ce que je vais chercher dans ce bouquin? Est-ce que je vais chercher des trucs et astuces? Est-ce que je vais chercher une méthode? Si je cherche une méthode, il me faut un process à la fin. Donc prenez des notes à côté et dites-vous, OK, donc le livre, il va me présenter le processus, étape 1, étape 2, étape 3. Déjà ça. Et ensuite, les 3-4 astuces. Et rien que ça, déjà, vous synthétisez un livre de 200 pages en quelques pages et qui seront beaucoup plus, euh, comment dirais-je, efficaces et utilisables que le bouquin en lui-même. Donc, posez-vous toujours la question de qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce qui va vous être utile, en fait, au bout du compte. Ouais, merci d'aborder ce point parce que je le vois pour moi et je le vois dans pas mal de personnes que j'accompagne quand on est zèbre au potentiel, multipotentiel, enfin, on met les étiquettes qu'on veut. En tout cas, quand on a tendance à aller chercher beaucoup d'informations à l'extérieur, à se nourrir, que ce soit d'écrits, d'audio, de vidéos, de connaissances, en tout cas de se remplir de connaissances. Il y a un moment où, de toute façon, il me semble qu'on retient à peu près dans l'instantané 10% de ce qu'on a lu, entendu ou vu. Donc autant choisir ce qu'on a envie de retenir et la question de l'intention, ok, bah, qu'est-ce que je viens chercher dans cette conférence, qu'est-ce que je viens chercher dans ce livre, de se la poser en amont pour être déjà très clair sur la manière dont on va lire ou écouter et puis oser sélectionner des informations, oser faire un choix parce que C'est ça, falloir choisir pour ce qui est pertinent pour nous, c'est pas forcément ce qui est pertinent dans l'absolu, mais par rapport à ce absolument. que je viens chercher, qu'est-ce qui va vraiment m'être utile et s'écouter là-dessus. Et je reviens sur ce que tu disais sur les symboles, bah, de se faire confiance aussi sur ah bah ok, c'est le premier truc qui me vient, c'est ça. Je vais pas passer un quart d'heure à choisir un symbole parce que l'info elle continue à défiler dans la conférence. Donc ok, je me fais confiance, c'est ça qui est venu. Ça veut dire que pour mon inconscient, ça a un sens aussi. Et du coup, que c'est pertinent. Donc, c'est un exercice qui me paraît hyper intéressant pour des gens qui manquent de confiance en eux, qui veulent apprendre à écouter plus leur intuition, qui veulent savoir ce que c'est que le flow, qu'être vraiment de se laisser être pleinement présent à quelque chose et de se laisser porter par ça. Ça me paraît être quasiment un outil magique qui demande à s'apprivoiser. Hein. Il n'y a pas de miracle. Oui, absolument, absolument. Euh, je crois à ça. Je crois que c'est un outil magique. Tu résumes bien la chose. En tous les cas, les résultats moi, que j'en ai obtenus étaient tels que c'était évident qu'il y avait un lien de cause à effet. C'était pas juste. Voilà. Tu fais avec et tu fais sans, puis tu regardes ce que ça donne. Quoi. Et c'est incroyable parce qu'en fait, à partir de sketchnotes que tu peux faire, tu es capable d'en reparler un an après parce que tu te souviens d'être sketchnote, parce que tu es capable de commenter la sketchnote que tu as faite d'un bouquin. Et ah oui, tiens, ça c'est quand il expliquait ceci, cela, puis ça va te rappeler une anecdote dont il parlait dans le bouquin, que tu n'as pas forcément écrite dans le bouquin, mais comme on se souvient plus facilement des histoires
En fait, la petite sketch note, le petit dessin que tu auras fait, ah ben oui, là, c'est parce qu'il parlait de ci, de ça. C'est tellement puissant, tellement puissant. Ça s'en est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, tu disais, c'est très utile pour les zèbres, HP, etc. Moi, j'ai constaté dans ma communauté un pourcentage de zèbres, personnes un peu hors les clous, hors les cadres habituels, un pourcentage de zèbres incroyable. À chaque fois, j'en suis très étonnée et, et je me dis, alors c'est marrant parce que quand tu m'as demandé cette interview, moi j'ai encore eu un réflexe, tu le sais, hein, j'ai encore eu un réflexe de mais pourquoi moi en fait? Mais pourquoi moi, pendant longtemps, je ne me suis pas considérée comme zèbre ou HP ou je ne sais pas quoi, parce que j'étais élève moyenne, parce que tu vois, je n'ai pas forcément brillé, etc. Alors, je dois à Isabelle Payot, voilà, que tu as interviewée, je dois à Isabelle une première prise de conscience par rapport à ça, parce que j'ai un fiston qui est voilà, en avance, comme on dit, qui est plutôt à l'école très à l'aise, etc. Puis un jour, elle m'a sorti, mais tu sais, le fruit tombe rarement loin de l'arbre. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'elle entend par là exactement? Alors, je ne comprenais pas bien. Ça ne peut pas être moi, c'est pas de moi, peut-être pas. Mais vraiment, c'était un truc. Alors, vraiment, ça a été le premier truc. Après, j'ai eu la chance d'avoir été invitée il y a quelques mois de ça à un sommet sur les hauts potentiels, donc et que je devais sketchnoter les conférences. Et je suivais les conférences, et plus j'avançais dans les conférences, et je me disais, waouh, quand même, ça me ressemble, ça me ressemble quand même beaucoup. Et en même temps, à côté, je ne sais pas si des gens dans ton audience vivent ça aussi, c'est de se dire, ouais, mais c'est une mode. C'est une mode, tout le monde en parle, tout le monde est zèbre, quoi. Ouais, d'accord, ok. Voilà, comme si c'était devenu un truc hyper banal, etc. Et puis, en fait, plus j'avançais, plus je me dis, oui, mais en fait, il y a plein de signes. Il y a pas mal de signes qui se présentent à moi et qui me font dire qu'effectivement, ma manière de penser, de vivre ma vie aussi, ma manière d'appréhender les informations, finalement, ce que je pensais être une normalité, c'était pas le cas. Et je me souviens d'une discussion justement avec Isabelle, où je lui disais, mais parce qu'elle me dit, tu penses comment? Tu réfléchis comment? Je lui dis, tu sais, moi, les idées, j'en ai 13 à la minute, ça part dans tous les sens. Parfois, j'ai du mal à me recentrer parce que j'ai tellement d'idées, j'ai envie de faire tellement de choses. Et puis, je lui dis, en plus, je fais des liens entre des trucs enfin voilà, un truc que j'ai suivi il y a 2 ans, un sujet qui m'a intéressé il y a 2 ans, puis là aujourd'hui, j'en vois enfin une utilité, puis je vais aller rechercher, réactiver en fait des connaissances, et puis commencer à faire un mix. Et puis je lui dis, mais tout le monde fait comme ça. Et là, Isabelle explose de rire, elle me dit, voilà, donc là c'est bien la preuve que tu en es bien une, parce que non, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. J'ai les larmes aux yeux de ton témoignage. Je suis profondément touchée par ce que tu partages, parce que oui, c'est une mode. Oui, on en parle beaucoup. Alors, il y a déjà le fait que quand tu commences à en entendre parler, tu commences à te dire, attends, pourquoi pas, il y a quand même quelque chose qui s'active dans ton cerveau. C'est comme quand tu veux tomber enceinte ou que tu viens d'acheter une voiture rouge, tu as l'impression qu'il n'y a que des femmes enceintes ou que des femmes rouges autour de toi. Déjà, il y a un mécanisme dans le cerveau qui est un biais du cerveau qui fait que tu t'intéresses à un sujet, tu vois que ça. Donc, il y a déjà ce biais qui est là. Oui, c'est un effet de mode parce qu'on en parle beaucoup, mais pour moi, c'est surtout
qu'on commence à lever le voile sur quelque chose qui existe depuis toujours et qu'on avait tu ou par méconnaissance. On voyait juste le côté, OK, il y a un QI qu'on a scoré avec des éléments très rationnels et logico-mathématiques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a tout un univers derrière ça. C'est pour ça que moi, je préfère pas réduire ça à un QI, mais plutôt à vraiment une structure neurobiologique qui a toutes des conséquences après à plein de niveaux, que ce soit émotionnel, psychique, de manière de raisonner, etc. Pour moi, il n'y a pas de généralité à faire. Chacun a sa manière, son câblage un peu particulier qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il est pour moi important de mettre le doigt. Qu'on ait l'étiquette de manière sûre parce qu'on a passé un test ou qu'on ne l'ait pas parce qu'on n'a pas passé le test, parce qu'on a peur, parce que bon, si jamais en fait le test est négatif, alors ça veut dire que je ne le suis pas, ça remet en cause plein de choses. Tout ça, moi, ça m'est un peu égal. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre que, OK, on a un fonctionnement qui peut avoir l'air un peu atypique. On pensait que c'était la norme. En fait, on se rend compte que, ben non, moi, je fonctionne comme ça. Et de l'accepter et de fonctionner avec. Et surtout, de ne pas chercher à rentrer dans le cadre de, ben, on doit fonctionner comme ça. Pour moi, c'est ça qui est beau Ouais, dans cette mode. Ça ouais, permet aux ouais. gens de s'autoriser à fonctionner comme ils sont. Exactement, exactement. Et je sais que moi, en ce qui me concerne, je me rends compte que c'est à partir du moment où, où j'ai commencé à mettre un peu un mot dessus, ou en tous les cas à me rendre compte que effectivement c'était une manière de fonctionner qui n'était pas forcément la plus commune, que je me suis autorisée à utiliser à plein cette façon de fonctionner. Parce que c'est ça aussi, c'est ce que tu dis, c'est très très juste, c'est que notre société est faite de telle manière que, alors on parle de mettre les gens dans des cases ou des choses comme ça, mais excuse-moi l'expression, mais c'est putain de vrai, quoi. C'est tellement vrai. C'est, à l'école déjà, si tu réfléchis pas exactement, je sais que mon fils, par exemple, si c'est trop facile, il rêvasse, quoi. Il rêvasse et puis il peut. Nous, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait des dessins partout, là, sur ses cahiers récemment. Et enfin, bon, ça fait déjà longtemps, hein, depuis la maternelle, on nous dit, bon, bah oui, effectivement, Simon, il est en avance, etc. etc. Mais là, on l'a vu vraiment parce qu'on s'est rendu compte que, OK, les exercices, bon, ils étaient faits, mais à chaque fois, il se rajoutait une difficulté. Ou alors, il faisait des petits dessins. Puis un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais des petits dessins partout Et puis, il me dit, bah oui, parce que j'ai fini avant tout le monde, alors je m'occupe, quoi. Genre, c'est bon, quoi. Et je me dis, mais oui, en fait, c'est ça, et c'est OK. Alors, heureusement, il est dans une école fantastique, voilà, les instituts, la directrice, etc., sont super et ont vite détecté le truc, et voilà, ils ont adapté aussi son enseignement. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais je me dis, c'est un mode de c'est un mode de pensée, quoi. C'est-à-dire que c'est une façon de fonctionner qui est particulière. Moi, je sais que ce côté, faire des liens entre les choses, par exemple, entre des choses très, très diverses. Je te donne un exemple. En ce moment, je lis des bouquins sur l'écriture de scénarios. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas réalisatrice, je n'écris pas de scénario, je ne suis pas de scénariste, je rien de tout ça. Mais juste, ça me passionne, j'adore ça, je dois en être à, je sais pas, mon 10e bouquin sur le sujet, j'adore ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être rien, mais juste, ça me botte, j'adore ça, voilà, ça me nourrit ces temps derniers. Et je pense qu'il y a encore quelques années, c'est peut-être quelque chose que j'aurais enfoui, je me disais, mais quel intérêt de lire des bouquins là-dessus, tu vois. Parce que parce qu'on est aussi dans une société où il faut que les choses soient utiles, forcément utiles. Si tu lis un livre, tu vas lire utile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le champ de la lecture, c'est quand même un des derniers champs où on peut être ce qu'on veut. Donc, je pense que, enfin voilà, c'est aussi nécessaire de s'autoriser à plein de choses, de s'autoriser à être ce qu'on est.
J'ai eu, enfin, récemment, là, j'ai organisé un concours de sketch-notes en janvier, là, et on avait choisi 3 TEDx que les gens devaient sketch-noter. Et il y en avait un qui parlait des intelligences multiples. Et alors, il y a une dame qui m'est tombée sur le rable en me disant c'est honteux, ça n'a pas été confirmé scientifiquement, de quoi parlez-vous, etc. Moi, je ne parle de rien, déjà d'une, j'ai juste proposé une vidéo. Et j'avais envie de lui dire, mais en fait, ok, j'entends ce que vous me dites, que scientifiquement, ça n'a pas été confirmé, que nous avons une intelligence artistique, une intelligence logico-mathématique, une intelligence, etc. Et puis finalement, on a ces intelligences, mais à des degrés divers, etc. Ok, peut-être que scientifiquement, ça n'est pas prouvé, mais moi, je trouve cette théorie tellement belle. Je la trouve tellement belle, parce que ça veut dire que si on mettait ça au cœur de la société, tout le monde aurait sa place. Parce qu'il n'y aurait pas... On arrêterait de mettre en avant forcément les maths à tout prix. On se rendrait compte que, je sais que ma meilleure amie, par exemple, sa fille, elle adore son truc dans la vie, c'est d'avoir les 2 pieds dans la boue et de caresser des animaux. Mais c'est génial! C'est une force. C'est un, c'est elle en fait. C'est juste son caractère et c'est là que la vie l'apporte. C'est ce que je sais pas la génétique lui a donné ou j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient. Mais à la limite on s'en fiche. Mais c'est merveilleux de se dire ça, de se dire que oui, bah ok, il y a des gens qui ont cette logique, cette compétence logico-mathématique grand bien leur face. Il y a des gens qui vont être beaucoup dans l'écriture, etc. Des gens qui vont qui vont avoir un don pour la musique, qui vont avoir... Et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et ça, moi, en fait, je me rends compte que c'est un peu c'est aussi un cheval de bataille. C'est que finalement, moi, je prends les gens comme ils sont. J'ai fait la connaissance il n'y a pas très longtemps de gens qui considèrent que qui sont un peu magiciens, un peu sorciers, un peu mais très bien. Je trouve ça génial. Voilà, c'est la diversité de la vie et on mérite tous d'être sur cette terre et on a tous quelque chose à apporter avec les dons qui nous sont donnés, quoi. Les dons qui nous sont offerts. Donc voilà. Bon, je sors un peu du sujet, mais ça reste très lié parce que je pense que les zèbres souvent se disent je ne marche pas comme tout le monde, mais putain, c'est votre force, quoi, en fait. En vrai, c'est votre force. Si tout le monde se ressemble tout le temps, si on est tous pareils, c'est une platitude et d'un ennui. Voilà, soyez vous-même, soyez vous-même et exploitez pleinement les dons qui vous sont offerts par la vie, quoi, simplement. Ouais. J'aime bien dire que la beauté de la forêt réside dans la variété de ses espèces aussi. Et que ce que tu dis est très vrai sur les intelligences, enfin, je l'ai constaté moi aussi, sur les différents types d'intelligence. Peut-être que ce n'a pas encore été prouvé par la science, mais enfin bon, il y a une époque où on pensait que la Terre tournait enfin, le Soleil tournait autour de la Terre et que ça n'avait pas encore été prouvé par la science. Et pourtant, ça n'empêche que c'était un fait scientifique, en tout cas vu du point de vue de la Terre. Et cette hiérarchisation des types d'intelligence, je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait beaucoup de mal et fait qu'il y a des talents qui sont étouffés, qu'on estime que c'est plus noble d'être bon en maths que d'être bon en dessin, que c'est plus noble de savoir raisonner très rapidement de manière logique que de savoir établir un contact avec des animaux ou des êtres humains. Et je crois que si on veut vraiment que cette société évolue, et ben c'est en osant être qui on est avec nos talents et en osant les montrer qu'on va vraiment pouvoir commencer à faire bouger les choses. Oui, absolument. Et puis, je pense aussi, par exemple, pour parler concrètement dans des entreprises, c'est pas bon de n'avoir qu'un seul type de profil. Il faut de tout pour que ça
ça se nourrisse, pour que on se complète les uns les autres, qu'on apporte chacun sa pierre à l'édifice, quoi. Donc, ouais, après, c'est vrai que je trouve la difficulté qu'on peut avoir, c'est déjà d'en prendre conscience que, voilà, qu'on est comme on est, et puis euh, que, que- que c'est une force, et puis ensuite de réussir à faire avec. C'est-à-dire, quand je dis faire avec, ça veut dire mettre en place ses propres stratégies aussi. Par rapport à ça. Moi, je pense que si on m'avait appris le mind mapping et le sketchnoting, je dis souvent ça, en primaire ou au collège, mais j'aurais tout défoncé en termes de... Non, mais vraiment, alors que j'étais une élève moyenne, voilà, je suis pas spécialement brillante, etc. Et ce qui fait d'ailleurs, soit dit en passant, que les premières fois qu'on m'a dit toi, t'es HP, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai jamais brillé à l'école, j'ai jamais été une excellente élève, quoi. Enfin, dans les petites classes, oui, mais après, voilà, dès que ça a commencé à se compliquer, voilà. Et, et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que on- souvent c'est un manque d'outillage. Voilà. Si on nous avait expliqué, évidemment, moi je suis de cette génération-là où on ne parlait pas du tout de ces sujets-là, mais si on m'avait outillé à l'époque, on me disait, ah ouais, ok, donc tu, tu, euh, tu penses pas comme tout le monde, mais on va voir comment on peut utiliser ça pour que ça devienne une vraie stratégie d'apprentissage. Mais vraiment, enfin, j'étais déjà très visuelle, mais je savais pas qu'on pouvait. Je n'ai pas eu cette curiosité aussi d'essayer de trouver mes propres outils. Je sais que parfois, dans mes cours, j'ai des gens qui me disent, ah ben, moi, en fait, je sketchnotais plus ou moins déjà à l'école. Parce qu'en fait, ça leur est venu de manière instinctive, moi pas. Moi pas. Il aurait fallu me l'apprendre. Et évidemment, à l'époque, ça ne se faisait pas. Ou que tu t'autorises à le faire. Oui, c'est ça, s'autoriser, ouais. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que tu sais, les cadres, ça commence déjà à l'école, hein. Le fait d'avoir des feuilles à carreaux, c'est ma camarade Sandra Boré d'Effervescience qui dit ça, qui dit moi j'aime pas les CIS, quoi, j'aime pas les cahiers CIS. Parce que ça fait déjà, ça fait des petites cases, quoi. Et voilà, je corrobore ça. Il faut trouver sa manière. Après, on peut être un doux mélange. Moi, sur certains aspects, je peux être hyper. Je peux avoir des cahiers à ligne parce que j'ai besoin d'écrire sur certains sujets. Et puis, il y en a d'autres où j'ai besoin de plus de liberté. Mais voilà, c'est trouver vos outils, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire plaisir, indépendamment de ce qui se fait. Voilà, de ce qui se fait d'habitude. Oui, à l'école, on a l'habitude de prendre des notes au kilomètre. Bah, peut-être que vous, c'est pas par là que ça va passer. Vous allez peut-être passer par un autre type de prise de notes. Encore une fois, moi, c'est le sketchnoting, mais d'autres gens, c'est le mind mapping, par exemple. Trouvez votre manière de fonctionner pour être la meilleure version de vous-même, en fait. C'est-à-dire pour donner le meilleur de ce que vous êtes. Génial. Merci Béatrice. Si on veut te retrouver, donc ton site sketchnotes-facile, c'est ça? C'est .com. ça, exactement. Exactement, .com. Ouais. Le lien sous la vidéo. De toute façon, un grand merci pour ce partage d'expérience et toutes ces sources d'inspiration. Je m'en vais de ce pas regarder ton site et sketchnoter cette rencontre qu'on a eue en la regardant. Un très grand merci Merci à toi et à très bientôt. et à bientôt.